Le mieux, c'est jardinier. Entomologue, c'est pas. Je ne sais pas pourquoi c'est les journalistes qui t'en rajoutent des trucs comme ça. C'est pas, je me suis intéressé aux insectes, mais comme à titre privé, mais en fait, on en a besoin dans notre métier. Il y a parmi les insectes des auxiliaires du jardinage. Il y avait un sujet historique, une abbaye, un no man's land, qui était l'endroit où j'ai dessiné les jardins, sans aucune espèce de trace historique, donc on pouvait tout inventer. Donc c'était très amusant d'un point de vue créatif. Et il y a un aspect riche en diversité à cause de la collection botanique, surtout d'arbustes. Donc il y avait trois bonnes raisons. Pour démarrer ce genre de projet-là, moi j'avais fait que des dessins. On a le concept principal, qui est formel et qui vient, comme je l'expliquais ce matin, de l'inspiration du cloître pour fabriquer un cloître végétal qui sert d'index à la collection botanique et puis de respecter une composition classique dans l'axe, uniquement dans l'axe, parce que le reste, on peut se libérer de cette contrainte dès lors qu'on est dans un espace qui n'est plus soumis à la vision de la façade classique. Donc c'est le dessin. Concevoir quelque chose qui soit classique était une évidence dans l'axe, même s'il y a à travers cette forme classique quelque chose d'un peu contemporain, parce que les vrais jardins classiques ne sont pas forcément comme ça, mais c'était une évidence à cause de la façade. Et le reste, moi je me suis donné ma propre liberté pour me raccorder au paysage, parce que quand on est jardinier, c'est une affaire entendue, on est dans le jardin à l'échelle du jardin, mais quand on est paysagiste, on se raccorde à l'horizon, à la lumière, à la vallée de Loti d'un côté, qui est la partie la plus basse, là où il y a le Riverel, à la grande prairie, le grand boisement au-delà de la prairie de l'autre côté. Tout ça, ce sont des raccords visuels. Les arbres dans les îles de collection, qui sont les plus grands, sont plantés vers la forêt. Les arbres les plus modestes et les buissons sont plantés vers la partie centrale pour ne pas l'écraser et lui donner trop d'ombre. Donc il y a une relation au paysage lointain. Quand j'ai fait la proposition du rangement des plantes, qui est une collection, j'ai pas voulu qu'on la voie sous la forme de positionnement systématique, c'est-à-dire par famille botanique, parce que c'est très rébarbatif, mais par île, qui rassemble des convergences d'aspects. Par exemple, il y a l'île des ronces douces. L'île des ronces douces, c'est une île de plantes à épines. Bon, douces parce qu'il y a des épines qui ne sont pas du tout méchantes. Puis en général, ces plantes ont un rôle qui est très beau dans la vie, dans le sens où les plantes épineuses protègent de la prédation toutes sortes de jeunes arbres qui poussent au milieu, par exemple les ronces, non ? Donc on a regroupé ça comme ça. Alors ça donne une espèce de lecture poétique d'un sujet qui est scientifique quand même. Ça, c'est une autre partie du jardin qui est complètement séparée parce qu'elle est aussi complètement différente et ça m'a été demandé 15 ans après. Et là, c'est une petite surface, il y a 1 hectare, c'est pas grand du tout. Arriver après, avec les théories de Lamarck, à faire un dessin de jardin, ça c'était vraiment dur parce qu'il fallait pouvoir exprimer les grandes idées de Lamarck. Ce sont les 3 chambres qui sont situées en haut de la pente, qui traduisent les 3 grandes idées au travers de ce que moi j'ai pu analyser de la pensée de Lamarck. Parce qu'après tout, il n'est pas réductible à trois grandes idées, 3 grands concepts. Mais c'est quand même ces 3 principales choses à part qu'en déclinant, on pourrait, si on les déclinait chacune d'elles, c'est-à-dire la biologie avec la théorie de l'évolution d'un côté, l'hydrogéologie, le relief de l'autre, et le climat. Incroyable, le climat déjà à l'époque. Ces 3 choses-là, on a presque fait le tour des questions naturalistes de la planète. Ça s'applique à tous les jardins dans le jardinage. Valoir est un jardin où il y a une collection botanique à l'origine, mais que ce soit une collection botanique, que ce soit des légumes, des fruits, des plantes indigènes, tout ce qu'on voudra, peu importe, ce sont des êtres vivants. Dès le moment où le dessin du jardin est fini, où on a fait les plantations, le jardin commence à vivre. On ne sait pas quand il s'arrête. Et c'est dans la maintenance, c'est dans la gestion, donc dans le temps, la durée,
que la question se pose. Comment s'en occupe-t-on? Est-ce qu'on s'en occupe avec les produits chimiques, les intrants, les désherbants, les machines, etc., qui ne se contentent pas de polluer l'atmosphère, mais aussi la sol, l'eau, et bien entendu faire une sélection drastique sur les espèces qu'on veut et celles qu'on ne veut pas? Ça, c'est une gestion qui n'est pas écologique, qui a été celle de toutes ces dernières décennies. Si on veut continuer à vouloir vivre dans notre univers, c'est pas seulement ces jardins dont nous nous occupons que l'on doit gérer précautionneusement, c'est toute la peau de la terre. C'est aussi bien les petits potagers, les grands espaces agricoles, les forêts, c'est tout le monde qui doit s'en occuper. Donc un jardin, comme celui de Valloire, il en fait partie. On a souhaité dire ce paysage, c'est déjà un paysage de football qui illustre déjà le monde professionnel. Donc il est à l'image du bâtiment, à l'image de ce que pourrait être le bâtiment. Et en partant de cette idée, on a modelé un bâtiment qui fasse le lien entre les différents types de paysages qui existent à cet endroit. À savoir un paysage effectivement plus professionnel, plus à l'image du football, qui crée l'image du bâtiment. Et puis un paysage beaucoup plus sauvage, beaucoup plus à même d'être assimilé pour des endroits de détente, on va dire. Donc tout ce qui est restauration, par exemple, donne sur le côté rivière. Les endroits qui demandent un peu plus d'intimité, comme les salles de cours ou l'administration. Voilà, de l'autre côté, sur le terrain de football, donne des locaux techniques d'une part, et ensuite tous les vestiaires, ce qui paraît logique, parce que c'est quand même plus simple que les vestiaires donnent directement sur le terrain. Et puis ensuite, toutes les chambres. Ça nous semblait intéressant que pas toutes les chambres, mais une grande partie des chambres donnent sur le terrain de football. Il y a un côté un peu symbolique, comme une espèce d'horizon professionnel, si vous voulez, auquel les jeunes qui vont venir étudier à cet endroit-là ont directement accès. Ça nous semblait à même de véhiculer en même temps une accroche par rapport à un paysage existant, et puis en même temps une image du monde du football, et qui fait que quand on voit ce bâtiment, on comprenne que c'est un bâtiment qui a un rapport avec le football, quoi. Voilà. Il y a d'autres raisons, c'est que ça a également des raisons thermiques, c'est-à-dire que le fait de végétaliser une toiture, ça nous apporte un confort thermique supplémentaire. Avec le béton, ce sont des matériaux qui sont lourds, coulés en place en l'occurrence. Bon, ça peut être préfabriqué, mais sur le centre de formation de football, ça a été uniquement coulé en place. On tenait à ce que ce bâtiment, il ait un côté comme émergent du sol, c'est-à-dire comme si c'était un rocher, et puis comme si la matière venait du sol, quoi. Ce qui n'aurait pas du tout été le cas en bois. Si on l'avait fait en bois, on aurait plutôt créé quelque chose de plus aérien, de moins ancré dans le sol. En l'occurrence, qui correspond moins à l'image du bâtiment tel qu'il est en ce moment. C'est-à-dire que c'est quand même un bâtiment il y a un côté tellurique dans ce bâtiment quand même.
Je pense que le côté lieu de vie, il est aussi généré par tout le grand espace central en fait, qui fait que c'est un endroit où tout le monde se regroupe et qui a toujours des vues sur l'extérieur en fait, et sur lequel communiquent toutes les différentes fonctions. De fait, ça donne une espèce de lieu, ce grand atrium, où se regroupent les fonctions de restauration, de détente, de travail et même de sommeil, puisque les chambres donnent aussi dessus. On peut parfaitement construire un bâtiment avec seulement un ingénieur ou un constructeur, voire même une entreprise. Par contre, la qualité des espaces, la synthèse qui fait que ça crée un vrai lieu de vie, quelque chose de vraiment agréable, ça passe par un architecte. Et nous, on est en fait, à mon avis, un peu entre deux, entre l'artiste et puis l'ingénieur, le constructeur, quoi. C'est très honnêtement, moi je pensais au début de mon métier qu'il y avait une partie artistique beaucoup plus importante. Et on se rend compte avec les chantiers qui avancent que la mémoire technique des projets, c'est l'architecte qui l'a et personne d'autre. Donc tout d'un coup ça change un peu les rôles. Voilà.